Les gars, c'est vous. Ça va. Ben, si je vous ai en ligne, c'est que ça va. Merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un lien direct entre la campagne municipale, cette ruralité. Alors il y a la campagne municipale et les campagnes. Et premier souci des Français quand ils vont voter, et c'est une priorité. Quel est le délai pour aller chez le médecin? Je disais dans ma présentation, on peut clamser 10 fois avant d'avoir un rendez-vous médical. C'est ce que m'avait dit un ami suédois avec la médecine en Suède. Vous savez, c'est gratuit. On fait la queue et le temps que vous ayez votre rendez-vous, c'était la même chose. La situation, Jérôme Marty, semble s'être particulièrement aggravée, alors que on n'a jamais été conscient de cet enjeu, on n'a jamais été aussi inquiet dans le monde politique, chez les parlementaires, chez les observateurs. Le désert médical, c'est devenu aujourd'hui, c'est presque aussi grave que le terrorisme et le chômage, c'est une priorité. Et les chiffres sont là. Il faut de plus en plus de temps pour avoir j'ai des chiffres là. Médecine généraliste, 12 jours. Pédiatrie, 3 semaines. J'ai dit non, mais même moi, je suis dans l'Indre-et-Loire. Alors, vous savez ce que font les gens, docteur? Ben, ils prennent le TGV, ils montent à Paris. Voilà où on en est. Comment vous expliquez que ça se soit encore plus aggravé alors qu'on est conscient de la réalité du danger? En fait, on est dans un double effet ciseau, celui de l'augmentation du vieillissement de notre pays. Et vous savez que plus on vieillit, plus on a besoin de soins. C'est clair. Plus on demande à avoir accès aux soins. Et puis, un nombre de médecins qui se restreint, et en tout cas, une pyramide qui est inversée, qui fait que chaque fois qu'une tranche part à la retraite, la tranche qui la remplace est beaucoup moins importante. Et donc, le problème ne fait que s'aggraver. Et le problème qui se pose à nous, c'est que cette guerre de la demande d'accès aux soins, on va la perdre. Alors, je ne vais pas vous améliorer le moral aujourd'hui, mais on va la perdre parce qu'on n'est pas en train du tout de prendre la mesure de l'augmentation du vieillissement et de la dépendance dans les 25 années qui viennent. On va avoir 700 000 personnes de plus dépendantes dans les 25 ans qui viennent. Le nombre de patients de plus de 80 ans a été multiplié par 3 entre les années 2000 et aujourd'hui, et il va continuer à augmenter. Donc, si on ne crée pas des structures pour accueillir nos aînés, si on ne multiplie pas le nombre de soignants, et quand je dis soignants, c'est aides-soignantes, infirmières, médecins, etc., on n'y arrivera pas. Et puis surtout, Périgot, les gars, c'est ça. C'est un problème qui, je sais, vous est cher. Si on ne réaménage pas le territoire, on n'y arrivera pas. Jérôme Marty, vous êtes en train de m'expliquer qu'il va y avoir un double fléau dans l'équation. On va avoir de moins en moins de gens pour payer la cotisation des retraités, puisqu'on aura de moins actifs, et on aura de plus en plus de gens d'un certain âge à soigner. Voilà, on est chez Kemat, là. Ne me dites pas que c'est pas la démission d'une classe politique. Ça fait longtemps qu'on est au courant. Il y avait peut-être des mesures courageuses et difficiles à prendre. On va les prendre dans la catastrophe, si tant est qu'on puisse encore les prendre. Là, je dis pas que vous laissez peu d'espoir, mais le temps qu'on remette en place une mécanique qui permette à la fois, alors d'avoir des emplois, ça c'est pas votre sujet, mais pourtant, pour payer les retraites, il faudra qu'on ait des emplois, c'est la seule solution, c'est-à-dire réindustrialiser le pays. Bien entendu, faire un plan et réaménager le territoire. Vous préconisez quoi au niveau de la médecine? Est-ce qu'il y a une mesure immédiate? Imaginez que demain, le futur président de la République vous dit, docteur Marty, je vous nomme à la santé, vous avez carte blanche, tant pis, qu'est-ce que vous prenez comme première mesure? Si mon homme à la santé, je lui souhaite bien du courage. Parce que mais il assumera. Il n'aura pas le choix. Qui n'ont pas été faites jusqu'à présent. Lesquelles je vous prends au mot. Lesquelles? Première chose, il faut que l'on libère l'investissement dans le soin et notamment la possibilité de création de structures privées ou publiques, qu'elles soient médico-sociales ou qu'elles soient sanitaires. Je vais vous donner un exemple qui va vous effrayer. Les soins médicaux et réadaptation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les moyens séjours, qui sont les établissements qui accueillent les patients âgés notamment au sortir de l'hospitalisation, oui, quand leur état n'est pas encore stabilisé, et avant que ceux-ci regagnent leur domicile ou leurs EHPAD. Eh bien, ces structures-là, si vous voulez aujourd'hui augmenter le nombre de lits, ce nombre de lits n'est pas financé. En quoi? Il n'y a pas d'enveloppe pour le faire, il n'y a pas de possibilité de le faire. D'accord, donc c'est budgétaire. L'État ne consacre pas le budget nécessaire à cette prestation. Il faut que le politique comprenne une chose. Et ça, c'est l'objectif national des passes d'assurance maladie qui nous a mis dedans. Il faut que le politique arrête de regarder la santé uniquement sous l'angle économique immédiat, sur le rapport immédiat, mais sur ce qu'elle pourra rapporter dans les 20 ans. Or, c'est le meilleur placement pour un pays. Alors, le problème, c'est qu'on est en crise économique très importante. L'assurance maladie est en déficit, et vous le savez. Oui. Et donc, c'est difficile. C'est comme quand on demande à une banque de vous prêter quand vous êtes déficitaire. C'est difficile. Mais pour autant, le gain financier pour le pays, il est dans 20 ans. Donc, il va falloir en tenir compte. Et puis, il faut multiplier
le nombre de soignants, et ça aussi c'est difficile pour un politique de le penser, alors que celui-ci est gavé d'idées sur l'intelligence artificielle qui remplacerait ces professions-là, sur d'autres professions moins capées, on va dire, qui remplaceraient aussi ces professions-là. Tout ça est de l'erreur. L'intelligence artificielle est un outil, une arme qu'on va tous utiliser, les patients, vous, comme nous, et qui va améliorer le soin, mais qui ne nous remplacera pas. Ça ne remplacera pas votre cardiologue, ça ne remplacera pas votre rhumatologue, ça ne remplacera pas votre psychiatre si vous en avez besoin. Donc ces professions-là, il faut qu'on les multiplie. Aujourd'hui, au sortir de l'internat, le nombre de places qui est fait, qui est donné, est plus fait en fonction des besoins des services hospitaliers que des besoins des Français. Ce qui explique que très peu de rhumatologues sont formés, très peu de cardiologues sont formés. Ce n'est pas du tout à l'aune du besoin des Français. Et puis, il y a certaines professions, certains actes qui se doivent d'être revalorisés pour éviter qu'on ait une fuite comme ça de professions qui partent vers d'autres horizons que le soin, ce qu'on a vécu avec la dermatologie notamment, avec des gens qui sont partis du soin pour faire autre chose. Alors, on ne peut pas les blâmer, mais en tout cas, il n'y a plus de soins. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à trouver de dermatologues. Et les psychiatres aussi ont disparu parce que, notamment, on ne rémunère plus la psychiatrie au regard de ce qu'elle peut amener pour la société. Dermatologue, 4 mois et 2 semaines, hein, le délai d'attente de moyenne. Cardiologue, 3 mois et 2 jours. Ophtalmologue, enfin, c'est 2 mois minimum, et je connais les endroits où c'est pire que ça. Jérôme Marty, qui détient le levier de la machine à fabriquer des médecins et des aides-soignants, et de la machine performante? Voilà, qui détient le levier, à la fois le ministère de la Santé, à la fois l'assurance maladie, à la fois les régions, enfin tout ça doit discuter. Il faut impérativement que tout le monde se mette autour de la table, et puis surtout, les représentants des médecins et les représentants des patients. Il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on arrive à faire face à ce manque de médecins. Vous savez que si vous prenez la médecine générale, 20% des médecins généralistes, ce sont des retraités actifs. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nos confrères atteints par l'âge déplaquent et ne font plus de retraite active, ou ne veulent plus en faire, parce qu'ils sont totalement épuisés. Oui. Donc, il faut qu'on les aide. On a vu aux dernières discussions, au dernier budget de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, on a vu qu'on a plutôt tiré dans les pieds des gens qui sont à la retraite et qui font de la retraite active, parce qu'on va les taxer un peu plus. Ça, c'est typiquement français. Plutôt que les aider, on va les taxer. Ben, il faut arrêter toutes ces folies-là. Il faut flatter plutôt les gens qui veulent faire des heures en plus et acceptent de prendre des patients en plus. Je reviens à mon idée de vous voir au ministère de la Santé. Est-ce que pour autant vous auriez aujourd'hui les moyens matériels et techniques de mettre en place les mesures que vous préconiseriez, que vous voudriez mettre en place? Non, clairement non, parce qu'on serait pris par l'ONDAM, Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qu'il ne faut surtout pas dépasser. Et donc, on se retrouve dans une espèce de cadre qui n'est pas propice et qui n'est pas, qui n'est pas adapté au sauvetage de notre pays. Jérôme, mais là vous auriez le pouvoir de les dépasser. Là, ça serait un de vos leviers, c'est de dire, est-ce qu'on peut casser ce que vous mettez le doigt là sur ce qu'il y a de plus, j'allais dire, contrariant. Est-ce qu'on peut repenser? Oui. Oui, on peut, Périgolégas, mais il faut revenir sur 1996, il faut revenir sur les lois Juppé, il faut revenir sur l'ONDAM, il faut démolir cet objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il faut certainement faire une enveloppe séparée pour la santé. Il faut enlever de cette enveloppe tout ce qui est salaire et rémunération des soignants. Il faut arrêter de lier ces rémunérations à l'état économique de l'assurance maladie. Et puis, il faut qu'on ose avoir un plan qui n'est pas un plan décennal, qui est un plan à 20 ans pour la santé. Or, là, actuellement, on raisonne à 3 mois. Donc, on ne peut pas y arriver. Vous êtes vraiment dans la vision. Jérôme, nous avons un auditeur qui s'appelle Marc, qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Bonjour Monsieur Périgolégas, bonjour Monsieur Jérôme Marty. Vous êtes remarquable Monsieur Jérôme Marty, et voilà. Donc moi j'ai fait médecine de l'année 70 et j'ai 4 questions à vous poser. Dans ces années-là, il y avait une fac de médecine, une de pharmacie, une école dentaire, une école de sage-femme. Qui a décidé de tout regrouper? Première question. Deuxième question. Après un trimestre, on disqualifie. Là, actuellement, tout est regroupé. Et après un trimestre, on va dire au gars qui s'est mis pour médecine, ah ben non, tu peux plus, t'as pas des bonnes notes. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, voilà, donc il quitte la fac. Qui a décidé enfin de supprimer les internats de région. Ainsi, l'étudiant Clermont-Ferrand, il s'installait dans sa région. Bon, enfin, en fin d'études, il y avait la possibilité de faire une spécialité pour certaines spécialités en 3 ou 4 ans. Et on devenait spécialiste. Du coup, il y en a plus. Voilà les 4 questions. Et j'espère que vous serez ministre de la Santé avec un gouvernement responsable. Ouais, non, mais c'est vrai.
Et après, moi, j'aimerais bien vous rencontrer parce que moi, je suis très, pardon, excusez-moi. On vous mettra en contact. Je suis très motivé par les trucs politiques et j'aimerais, avec vous, et puis peut-être des amis chirurgiens qui m'expliquaient des choses, faire un programme de médecine pour le futur candidat présidentiel. Sud Radio essaiera d'organiser la rencontre, Marc. Jérôme Marty, vous avez 4 questions, vous avez 4 minutes. 4 questions très rapidement, mon cher confrère. C'est la somme des politiques sanitaires successives qui nous ont mis dedans. Et effectivement, parce que à courte vue, on a cru faire de l'économie en mettant dans les mêmes facs, en regroupant différentes professions. On a foutu en l'air la première année de médecine avec la réforme abominable qu'on a mis en place où effectivement on leur interdit de redoubler, on les envoie dans des espèces de filières qui ne sont pas la santé, puis ils peuvent revenir dans la santé à la 3e année. Enfin, tout ça est folie. On a cassé l'internat dernièrement aussi avec une réforme complètement absurde. On fait comme ça, à chaque fois, on prend des petites réformettes comme si un ministre voulait laisser un nom. Et s'il était plus important de laisser un nom, de laisser une trace avec son nom que de véritablement modifier les choses. Et petit à petit, la médecine s'est enfoncée et ceux qui en payent le prix le plus douloureux, ce sont les patients. Et vous avez raison, il faudrait revenir sur tout cela, il faudrait revenir sur une vraie régionalisation. La régionalisation était quelque chose de très beau, les ARS, les agences régionales de santé, c'était quelque chose de très bien au départ puisque ça rapprochait l'administration du soignant. C'était fait pour que les gens se parlent et puis très rapidement, la verticalisation est revenue. Les gens sont partis prendre leurs ordres à Paris. Et puis la direction générale de l'offre de soins, le ministère, l'assurance maladie au niveau national, tout ça gouverne et on perd du temps. Et on perd du temps parce qu'on n'adapte pas le soin aux besoins réels. Et les besoins réels, c'est les territoires. Et tel territoire ne ressemble pas à tel autre territoire. Jérôme Marty, Marc, qui aurait pu faire un bon journaliste, il a devancé ma question justement sur cette question. Vous êtes président de l'Union française d'une médecine libre. Est-ce que si on avait alors une vraie décentralisation vraiment structurelle dans la République, est-ce que de façon républicaine, on pourrait donner aux régions le pouvoir de gérer la santé au niveau régional? Vous me diriez, il y aurait risque de disparité d'une région à l'autre. Mais est-ce que ça serait pas mieux que la gabegie actuelle? Alors vous avez raison, il faudrait une vraie régionalisation avec des vrais moyens et puis surtout une vraie gouvernance. Ce qui nous manque, c'est la gouvernance et c'est la démocratie sanitaire. Nous sommes dans un système où la démocratie sanitaire est un théâtre d'ombre. Quand je dis vrai système, vraie démocratie sanitaire, c'est que les représentants des patients, les représentants des soignants, l'ensemble des soignants, privés publics, et les représentants de l'administration doivent avoir le même pouvoir, les mêmes droits et le même droit d'opposition. C'est-à-dire que le système ne peut avancer que si ces 3 parties sont d'accord à chaque fois. Ça, c'est une vraie démocratie sanitaire. Et puis, les représentants des patients, ils doivent être débarrassés de la tutelle de l'État. Vous savez que France Asso Santé, qui représente l'ensemble des associations de patients, est financée à 80% par l'État. Ça, c'est pas possible. Il faut les libérer. Plutôt que leur donner une subvention, il faut les financer par l'impôt, avec un 0,5% par exemple aux associations de patients, parce qu'on sera tous patients un jour. Donc, il serait normal que les travailleurs et surtout les entreprises, comme elles le font d'ailleurs pour la formation, paient un 0,5% aux associations de patients, ce qui les libérerait de la tutelle de l'État et les ferait rentrer dans une vraie démocratie sanitaire. On en est loin aujourd'hui. Sans oublier la réduction de la part administrative dans les effectifs hospitaliers. On en est à 60%, on a 40% de gens qui sont là pour soigner. Quand on va à l'hôpital, c'est pas pour rencontrer une secrétaire ou un administrateur, on vient là pour rencontrer des médecins. Et tous les médecins, et vous me le confirmez, vous disent on est noyé sous la masse des effectifs administratifs. Non seulement sous la masse des effectifs administratifs, mais on est noyé aussi sous les procédures, sous les protocoles, sous les normes, etc. Alors effectivement, vous avez les hôpitaux, c'était le cas de l'hôpital Georges Pompidou en un temps, où vous avez un administratif pour un soignant. Ça, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment, justement, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation, on doit pouvoir améliorer tout ça. Très certainement, il faut privilégier la blouse blanche, il faut privilégier le patient, il faut privilégier le chemin du soin, plus que tout ce qui est paperasse autour. Ça, c'est une évidence. Alors, autant confier, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, peut-être que l'administratif pourrait être confié à l'IA, et puis les véritables soins confiés à des êtres humains qui ont du cœur, qui ont une âme, qui vous parlent et qui vous regardent dans les yeux quand ils vous donnent un diagnostic. On peut rêver, Périgo-Légas. Merci Jérôme Marty. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été sur cette radio. À bientôt. Dans un instant, juste après les perles, nous allons se demander qu'est-ce qu'il faut retenir des alliances pour le second tour des municipales. On sera avec